Si vous êtes ici pour pleurer la mort de vos lieux jadis chéris, séchez vite vos larmes et reprenez votre souffle un instant. Parce que très prochainement, c'est une hécatombe d'une toute autre ampleur qui s'annonce. Le Mistral, tel que vous le connaissez, est mort. Il ne reviendra pas. En revanche, vous allez découvrir un tout nouvel hôpital, car les maladies et les agressions vont se multiplier dans votre quartier. Vous allez pouvoir faire connaissance avec le cimetière de la Canebière, parce que toujours plus de meurtres seront commis sur vos héros. Et enfin, il va y avoir l'inauguration du bordel de Borély, là où des sacrifices de la chair et de l'esprit vont irradier les derniers résistants. Vous pouvez donc maintenant pleurer un bon coup. Mistraliennes, Mistraliens, soyez les bienvenus, c'est Josh ici présent pour ouvrir avec vous un nouveau chapitre d'histoire. Après avoir regardé dans le rétro des jumeaux, rendons cette fois-ci hommage à 7 lieux mythiques, incontournables qui ont marqué l'histoire du feuilleton pour diverses raisons et variées. 7 lieux qui ne sont plus là ou qui ont été remplacés. Je tiens à préciser que cette liste n'est pas exhaustive, certains choix sont apparus évidents à mes yeux, d'autres plus bancals. Ce n'est pas non plus un classement, mais si vous pensez à d'autres structures absentes de cette vidéo, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Allez, on est parti Thierry. Comment ne pas commencer par le commencement? Évoquons en premier lieu le regretté hôtel du Céleste. Entité appartenant à Myrtha et qui a vu défiler un grand nombre d'employés et de clients, théâtre aussi de nombreux meurtres et de l'apparition de personnages qui s'inscriront dans la durée. Victoire a notamment fait ses débuts à l'hôtel en croisant sa future meilleure amie Estelle, qu'elle a prise pour une servante, autant dire que la relation entre les deux femmes a d'abord été glaciale. Dans cet hôtel, Myrtha, Roland, Rachel, Agathe ou encore Rudy ont eu leur propre chambre à temps plein. Très clairement, en le regardant avec nos yeux d'aujourd'hui, la décoration est devenue vétuste entre la moquette rouge, la tapisserie fleurie kitsch, les fauteuils qui sentent bon le troisième âge, les vitraux semblables à une église, bref, sa disparition a coïncidé avec un véritable dépoussiérage en règle des décors. A l'occasion du 10e anniversaire de la série, la production a souhaité marquer le coup et c'est Myrtha qui a déclenché l'un des drames de sa vie. Alcoolisée, elle a laissé un tissu s'embraser par la présence de bougies qu'elle n'a pas eu la lucidité d'éteindre. La foule s'est vite réunie pendant que les flammes embrasaient les lieux. Le lendemain, Myrtha n'a pu que constater les dégâts auprès de sa fille qui a ensuite repris les rênes en inaugurant le plus moderne Céleste. Présent durant 5 saisons, Florian Estève aura constitué un juge droit et très intéressant sur un plan sociétal car il est arrivé avec la famille du bonheur, une épouse et une jeune fille, pour mieux dissimuler aux yeux de tous son homosexualité. S'il n'a pas constitué le premier mariage gay sur le petit écran puisque cet honneur est revenu à Thomas et Gabriel, le juge a surtout contribué à faire avancer de nombreuses enquêtes. Oui, parce que dans Plus belle la vie, tantôt les Mistraliens s'adressent au capitaine de police, puis au commandant, ou alors au juge, au substitut du procureur, voire au procureur. Le bureau du juge, avec son téléphone noir et son fameux cadre, a reçu de sérieux clients, à l'instar du gourou Denilson. Et forcément, cette pièce centrale pour connaître l'avancée des intrigues et ouïr quelques interrogatoires succulents a disparu lorsque le juge est mort d'une crise cardiaque après avoir été poignardé par Romain, un crime passionnel mais l'œuvre d'un déséquilibré. Il a été remplacé quelques mois plus tard par Xavier Revel, le frère d'Agnès Revel. Ah, vous l'aviez oublié ce lien de parenté? Moi aussi. Cette adresse, 10 places du Mistral à Marseille, est sans doute celle qui a connu le plus de transformations, de rénovations dans l'histoire du feuilleton, mais s'il fallait retenir une activité parmi les nombreuses vies qui ont émané de cet endroit, c'est sans nul doute le salon Belle du Mistral, marqué au fer rouge par Estelle et Wendy. Pourtant, c'est bien au côté d'Ève Tresser que l'esthéticienne se lance dans cette grande aventure, mais la réputation sulfureuse d'Ève nuit à l'image du salon et les femmes mariées ne veulent pas y mettre les pieds, encore moins y envoyer leur conjoint, de peur qu'ils se fassent agripper par l'associé d'Estelle. Mais le vent tourne quand Wendy débarque en 2013 pour offrir un vent de fraîcheur et sa dose d'humour. Une amitié solide s'installe entre les deux collègues et Wendy gagne la sympathie de tout un quartier
avant d'être victime de l'enchanteur. En 2019, un duo d'escrocs, Shine et Max, raquettent Estelle et Francesco et se saisissent du salon pour le transformer en blanchisserie. Une aventure traumatisante pour Estelle qui n'a plus de la motivation de faire perdurer un endroit qui avait également connu ses lettres de noblesse à travers l'atelier de Charlotte et Luna. Quoi qu'il en soit, Max et Shine neutralisés, Estelle décide de céder son salon à Adrien Walter pour son quartier de campagne. Une idée à court terme qui n'est déjà plus d'actualité aujourd'hui. Ce cas est un peu à part car il est vrai, le catégoriser dans les lieux disparus s'apparente à de la science-fiction, mais Green Tech Solutions semble déjà appartenir au passé bien que son nom ait été exploité pour la croisière qui a viré à la catastrophe cet été et par bien des aspects. Une certitude, les décors de GTS ont été les premiers à rompre avec les précédents décors professionnels jugés anciens, démodés par France Télévisions. Et s'il s'en est passé de bien belle avec un Christophe Ford très cynique qui a couché avec Céline pour la faire chanter et contraindre Emma à prolonger son activité d'escorte, de nombreux suspects sont apparus lors du meurtre du PDG sans foi ni loi, parmi eux un César qui s'est avéré être le fils de Christopher, puis, plus légèrement, Jérôme et Clément ont renforcé les rangs de la boîte Green pour mener des projets écolos. Mais le quotidien de ses employés n'a toujours été montré que par à-coups. Entre le départ de César, la prise d'otage menée par Céline puis Vincent après l'apparition d'une cost-killeuse, mais aussi une Emma désormais exclusivement en télétravail, je pense que nous ne reverrons plus ces locaux. Il ne reste plus suffisamment de têtes d'affiche, donc à moins de créer une seconde vague de recrutement made in Mistral comme il y a 3 ans, GTS signifie Go to Sleep. Avant d'ouvrir une entreprise de pompes funèbres et après l'épisode du bowling, qui représentait davantage une couverture pour tenir des paris illégaux, les Faits Dallas sont restés quelques années à la tête d'un bistrot. Il s'est passé beaucoup de choses en son sein. En juillet 2013, le couple présente leur restaurant à Abdel et pour la première fois, Karim indique très clairement à son fils qu'il souhaite se ranger des affaires, mais son passé le rattrape et le milieu lui rappelle qu'on ne peut jamais en sortir. Un problème de taille intervient en 2015 avec la libération de Manu, le frère de Coralie. Sans volonté ferme de se réinsérer, il veut surtout profiter des plaisirs de la chair et il parvient rapidement à conquérir Wendy, mais ça ne lui suffit pas car celui envers qui Karim a une dette se rapproche dangereusement d'Elsa et dans le bistrot des Faits Dallas, il tente de la violer avant d'être abattu par Abdel. Comme souvent, ce sont les affaires qui ont rattrapé la famille mêlée de plus ou moins près au banditisme. Le père de Karim décide de s'accuser du meurtre de Manu pour épargner son fils. C'est le début d'une longue brouille entre Elsa et Abdel, enlevée par Francesco pour l'empêcher de se dénoncer. Désormais seule aux commandes et désireuse de se battre pour permettre à son mari de retrouver la liberté, Elsa en oublie son entreprise. 4 années plus tard, elle assumera un tout autre statut en s'affirmant comme une chef de famille autoritaire. Ce fut lent, long, parfois relou, mais Luna a vaincu ses démons pour accepter sa condition d'handicapée dans un premier temps et démultiplier les efforts afin de retrouver l'usage de ses jambes. Si les heures passées au centre équestre d'Andreas Pavel lui a apporté un vrai plus, que dire de sa rencontre avec Mousse au centre de rééducation? Durant plusieurs mois intenses en émotions, Luna s'est battue contre elle-même et aux côtés de Bertrand pour s'adonner aux exercices physiques. Si ce dernier a fini par tomber sous le charme de sa patiente, Luna a été davantage touchée par la présence d'un Mousse qui s'est présenté à elle en faisant une blague sur ses nibards. Le jeune garçon a acquis une popularité fulgurante et beaucoup de fans ont émis le souhait de voir le personnage s'épanouir au Mistral. Après de nombreux mois entrecoupés d'un séjour en Suisse, la fille de Myrtha quitte le fameux centre et connaît une période de blues en prenant conscience de sa nouvelle condition. Bien plus tard, Mousse, qui n'a pas l'espoir de remarcher, est autorisé lui aussi à quitter l'endroit spécialisé. Il se rapproche alors de Mila avant de voir débarquer très furtivement son père. Ce centre a marqué l'histoire récente de BBLV et je l'ai mis dans le top car je n'ai que de bons souvenirs au niveau des scènes qui s'y sont déroulées. Nous avons commencé cette vidéo par un poids lourd du Mistral. Nous allons l'achever dans une pareille catégorie avec l'iconique cabinet Fénicie, anciennement appelé cabinet Frémont. Oui, parce que l'homme d'affaires est indissociable de l'endroit, tout comme sa fille Céline dans son fameux bureau, mais aussi Malik et surtout un Vincent revanchard qui a définitivement pris l'ascendant sur son beau-père en rachetant le cabinet grâce à un détournement de 200 000 €. L'homme sans scrupules est alors né. Pendant 13 ans, les affaires troubles ont fréquemment englobé le nom de Fénicie, jamais parvenu à se débarrasser du voile suspicieux recouvrant sa réputation. Comparable à la Ewing Oil Company de l'intransigeant JR dans Dallas, Fénicie n'a pas reçu les types les plus fréquentables, contrainte de collaborer avec la mafia lors d'une sombre période. Entre quelques signatures controversées, une histoire funeste entre Vincent et l'une de ses stagiaires, Aurélie, l'endroit n'a pas manqué de situations controversées. Racketté sur un chantier dans les quartiers nord de Marseille,
Vincent fait appel à Abdel et à son réseau pour assurer la protection des travaux, mais cela ne suffit pas. Doumé, le cousin de Vanessa, sème la zizanie et il s'assure que la tempête se transforme en cyclone. Abdel finit par l'abattre et Vanessa quitte l'avocat. Vincent, pour sa part, ne peut que constater les dégâts, il doit déposer le bilan et Jeanne le contemple au moment de fermer les derniers cartons. En clin d'œil à leur première rencontre, Céline suggère ensuite à son ex de renouer avec l'architecture, mais Vincent rebondira grâce à 3 lettres de noblesse évoquées quelques minutes plus tôt. Voilà, le Select, le bureau de Florian Estève, les Belles du Mistral, GTS, le bistrot des Fédalas, le centre de rééducation ont constitué quelques lieux professionnels emblématiques de Plus belle la vie. Eh bien, Fénicie aussi. J'espère en tout cas avoir réveillé quelques souvenirs impérissables et c'est bien normal de renouveler ces décors, d'apporter un peu de peinture fraîche pour se lasser moins vite d'un univers. Et comme l'a joliment dit Jean Cocteau, la mode, c'est ce qui se démode. Tout est amené à évoluer, même si certaines fermetures, certains départs ont affligé notre petit cœur de fans. Rendez-vous ce vendredi pour revenir sur les épisodes de la semaine diffusés par France 3 dans ce podcast qui est vôtre. Ne croyez pas que Florian, Estève, Wendy et les autres se trouvent au paradis. Oh, ils ne sont pas Bedos, Rochefort, Brasseur ou encore Lanoux. En ce moment, ils sont tous avec moi, dans les ténèbres les plus enfuies, avec mon disciple favori, Nicolas Berger.